Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans le Book Club Fragile. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial. L'entretien de Claire Deillat, scénariste et autrice, invitée de la 10e édition des rencontres littéraires de Porquerolles, organisée par l'Association des Amis de Porquerolles, que je remercie pour cette captation sonore. Interrogée par Emmanuelle Pouquet, journaliste indépendante, puis par moi-même, Claire Deillat, autrice très remarquée pour son premier roman, Un monde à refaire, paru aux éditions de l'Observatoire, est remontée avec nous à la source de son écriture. Elle partage aussi ses premières impressions sur Porquerolles et plus largement son lien avec les îles. Ensemble, nous avons parlé du débarquement de Provence, de déminage, de paix, de révolte nécessaire pour écrire, de fiction, d'îles comme terre d'élection, de clairières, des grandes histoires de nos vies, de blast et de fièvre. Bonjour Claire Deillat. Bonjour Emmanuelle. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation des Amis de Porquerolles pour cette 10e édition des rencontres. C'est moi qui vous remercie. Vous avez publié en janvier 2024 votre premier roman, Un monde à refaire, aux éditions de l'Observatoire. Un livre très remarqué et qui a d'ailleurs reçu en mars le Grand Prix de la radio RTL et du magazine Lire. Alors on sait très peu de choses sur vous, sinon que vous êtes attaché au sud de la France et que vous êtes scénariste. Est-ce que vous voulez bien nous dire juste quelques mots sur cet ancrage dans le sud ? Sur votre parcours qui commence, je crois, par des études d'histoire, et comment vous êtes venu ensuite à l'écriture de scénarios, en quelques mots. Oui, alors on sait très peu de choses sur moi, du coup tout le monde me le reproche un peu, mais en fait je pense que c'est aussi ma manière de donner plus. Si je disais vraiment qui j'étais en permanence, ça serait plus difficile pour moi d'en parler. Et par ailleurs... dans mon roman, il y a beaucoup de moi. C'est comme une autobiographie décalée. Donc, en fait, vous pourriez tout savoir sur moi en lisant ce roman. Mon parcours, c'est un parcours extrêmement sérieux. Vous voyez que j'ai l'air de quelqu'un de très, très sérieux. Eh bien, en fait, je le suis vraiment. J'ai fait des études. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir poursuivre des études. J'ai fait... maintenant, ça se sait, donc je le dis, mais j'ai fait Hippocagne, Cagne, Normal Sup en histoire. Quand j'étais à Normal Sup, j'ai fait Sciences Po à Paris et là s'arrête la comparaison avec Alain Juppé parce qu'après j'ai fait une école de cinéma et je n'ai pas fait l'ENA, donc j'ai fait une école de cinéma et c'est comme ça que j'ai pu écrire des scénarios. Mon rêve en fait depuis toujours c'était d'écrire des romans, mais j'avais aussi beaucoup envie de films. Je suis très cinéphile et pour moi écrire des films c'était plus facile parce que j'avais des obligations de rendre pour ne pas pénaliser l'équipe. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis... et d'écrire des films, ça m'a aussi permis d'écrire un roman, je pense, visuel et rythmé et avec tous les avantages d'un film et puis, j'espère, les avantages d'un roman. Un monde à refaire, c'est d'abord un focus sur un chapitre assez peu connu et troublant de l'histoire du pays. L'histoire commence au début du printemps 1945 à Hyères. La guerre est presque finie, c'est presque la paix. Et pourtant, sur les rivages de Méditerranée, des millions de mines laissées par les Allemands menacent d'exploser. Un groupe de volontaires français et de prisonniers allemands sont chargés de déminer et de sécuriser les plages pour que la vie reprenne ses droits. Claire Deillat, d'un point de vue purement technique d'abord, car votre ouvrage est très documenté, et nous y reviendrons, pouvez-vous nous préciser quelle était l'ampleur de la menace ? Quel était le territoire piégé ? Est-ce que toute la côte l'était ? Chaque plage ? Chaque crique ? L'ampleur de la menace, c'est d'abord un chiffre. C'est 13 millions de mines. 13 millions de mines qui sont laissées
par les Allemands essentiellement, mais aussi par les Alliés, et essentiellement sur les côtes pour empêcher le débarquement. Donc c'est tout le mur de l'Atlantique dont on parle, pas forcément par les mines, mais à cause du débarquement de Normandie, et c'est le mur de la Méditerranée dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que la French Riviera, la Côte d'Azur, celle qui a fait rêver les Américains, celle qui fait rêver le monde entier, était entièrement minée. 13 millions de mines, c'est énorme, surtout quand on ne sait pas les déminer. C'est la première fois qu'on a eu affaire à des mines. Les Allemands les ont inventées en masse, énormément de modèles sophistiqués. Donc la menace, c'est un chiffre, 13 millions. La menace, c'est aussi une sophistication extrême de la fabrication de ces mines et de la fabrication des déclencheurs et de la façon de piéger ces mines ensemble. Et c'est une grande inconnue. On dit les démineurs. À cette époque-là, les démineurs, ça n'existe pas, ça n'est pas un métier. C'est donc, on devrait dire ceux qui ont déminé, les volontaires qui ont déminé. Et pour vous dire, par exemple, autour de Marseille, il y a 50 hectares dans lesquels on ne peut absolument pas avancer. C'est les plages, mais c'est aussi les vignes, c'est les champs, c'est les routes, c'est les voies ferrées. C'est des civils qui meurent, c'est des enfants qui meurent. Lorsqu'on découvre le thème de votre livre, on ne peut s'empêcher de s'interroger. Qu'est-ce qui, dans cet épisode historique, a pu vous captiver au point d'en faire un élément central de votre premier roman ? En fait, est-ce que le tout premier fil de votre histoire part de là, de l'envie de l'historienne d'aller creuser cet épisode d'après-guerre pour le mettre en lumière ? Est-ce que c'était cela votre objectif de départ ? Non. C'est-à-dire que c'est pas l'envie de l'historienne. En réalité, c'est la révolte. C'est-à-dire que de savoir que des hommes se sont sacrifiés pour nettoyer, réparer, reconstruire, nettoyer les plages, enlever des mines, risquer sa vie en déminant, c'est un des sacrifices, mais vraiment ultimes. C'est-à-dire risquer sa vie en déminant des mines qu'on ne connaît pas, c'est un sacrifice incroyable. Au mieux on meurt, au pire on est amputé, au pire on est amputé, au mieux on meurt. Je ne sais pas comment le dire, mais en fait c'est... Pour écrire 416 pages, moi, je ne peux pas me contenter d'être historienne. C'est une révolte. Je pense que c'est... je suis révoltée depuis l'enfance. Je trouve que c'est une injustice. J'avais envie de leur rendre hommage et de les mettre en lumière. Mon cœur s'est mis à battre en fait en entendant ce sujet, et ça vient d'une révolte. Ça vient pas d'un intérêt, d'une curiosité. Pour moi, c'est pas un roman historique, c'est un roman d'aujourd'hui. C'est des hommes qui sont presque encore vivants. Il y en a encore qui connaissent cette période. Voilà. Donc c'est la révolte. Déminer, d'ailleurs, on va le découvrir très vite dans ce livre. Ce n'est pas qu'une action, une mission. C'est un symbole extrêmement fort. Je vous propose, si vous le voulez bien, merci Margot, de lire cet extrait du début du livre où Fabien, ancien résistant, ingénieur de formation, engagé volontaire et chef de groupe des démineurs, cherche à galvaniser son équipe. Fabien ne cessait de répéter à ses hommes que c'était leur honneur de libérer la France de tous ces engins meurtriers laissés par les nazis. Déminer, c'est encore résister. Fabien donnait du sens à leur mission. En libérant la terre de ces pièges mortels, ils se sauvaient eux-mêmes, se rachetaient, se délivraient de la culpabilité. Car tout le monde se sentait coupable d'avoir trahi, menti, volé, abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas s'être engagé dans la résistance ou dans la résistance de la dernière heure, d'avoir tué un homme, plusieurs, d'avoir survécu là où tant d'amis étaient tombés. Chaque homme portait en lui cette part de culpabilité, immense en ces temps troublés, et dont il devait, pour continuer d'avancer, sinon se débarrasser, au moins s'arranger. Fabien savait suggérer à ces hommes que le déminage pouvait leur apporter la rédemption que, sans se l'avouer, ils n'osaient plus espérer. Donc la libération ne sonne pas la fin de la guerre, ni le glas des peurs, des souffrances et des rancœurs. Alors, c'est pour ça que cette période m'intéressait. D'un point de vue romanesque, elle est incroyable. D'un point de vue humain, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que la libération, c'est le moment où on espère le plus, où on pense que tout va recommencer, soit comme avant, soit encore mieux qu'avant, où on a envie d'être heureux, où on a envie d'être amoureux, où on a envie de tout. Et d'ailleurs, il y a des réformes magnifiques, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale. Donc, on pense que la vie va être réenchantée, sauf que la guerre ne s'arrête pas après la guerre. Les mines, c'est vraiment la guerre qui continue après la guerre. Et
Par ailleurs, quelle illusion de penser que parce qu'on a soi-disant gagné la guerre, on a gagné la paix. Quelle illusion, puisque les effets de la déflagration, et pas seulement des mines, mais du choc, en fait, c'est vrai que ils avancent en terrain miné, et c'est métaphorique, c'est-à-dire que quand on est un prisonnier de guerre allemand, que ça fait 5 ans qu'on n'est plus chez soi et qu'on va rentrer vraisemblablement soit dans 5 ans, soit mourir en France, quand on est dans un camp de prisonniers de guerre en France, quand on revient des camps de concentration, quand on revient d'un camp de prisonniers allemand, quand on revient du maquis, quand on a tout perdu, quand on a perdu la femme qu'on aime et qu'on ne peut pas la retrouver, comment est-ce qu'on fait pour vivre ? Quelle illusion de penser que à la libération, tout va recommencer comme avant. Vous dites que c'est un moment d'ailleurs très paradoxal. Paradoxal parce que à la fois extrêmement heureux et à la fois extrêmement troublé. C'est-à-dire que quelqu'un qui revient des camps va peut-être croiser quelqu'un qui a dénoncé sa famille. Quelqu'un qui revient pour retrouver la femme qu'il aime ne va pas forcément la retrouver. Et à la fois, tout est à reconstruire, tout est à espérer, et il faut surtout ne pas se laisser désespérer. Donc c'est paradoxal parce que certains profitent de la vie et d'autres la risquent sur les plages de Hyères, sur toute la côte, de Hyères à Saint-Tropez, à Ramatuelle, à Cavalère, à Pamplonne, sur toutes ces plages-là, c'est miné, sur toute cette côte-là, c'est miné. Et donc, pendant que certains profitent de la vie, écoutent du jazz, reprennent goût à la vie, d'autres risquent la leur, tout en ayant envie tout de même aussi d'aimer et d'être aimé. Mais comment être aimé quand on risque sa vie, quand on risque de mourir à chaque pas ? Alors il y a ce focus historique, bien sûr, mais aussi la puissante trame romanesque que vous allez tisser autour à travers toute une galerie de personnages dont les destins se croisent, avec 2 figures centrales auréolées de mystère, à commencer par Vincent, évadé d'un camp de prisonniers qui s'est engagé dans les démineurs avec un but précis, retrouver la femme qu'il aime et qui a disparu. Un personnage pour qui vous semblez avoir une tendresse particulière. C'est plus qu'une tendresse, c'est un amour infini, puisque en fait ce personnage est inspiré par mon grand-père. Et oui, c'est-à-dire que je voulais montrer quelle était la trajectoire d'un homme qui sort d'un camp de prisonniers d'officiers et qui hait les Allemands, et qui paradoxalement, pour retrouver la femme qu'il aime, va devoir dépendre du bon vouloir des informations d'Allemands. C'est-à-dire qu'il est dans une situation atroce. Il hait les Allemands, mais la femme qu'il aime a disparu et la dernière fois qu'elle a été vue, c'est à la commandanture, obligée, réquisitionnée en fait comme des produits de ferme, réquisitionnée pour servir à une fête, et elle a disparu à cette fête. Et donc le seul moyen pour lui d'approcher des Allemands, qu'on n'avait pas le droit d'approcher dans les camps de prisonniers, on n'avait pas le droit de rentrer dans les camps de prisonniers parce que voilà, c'était interdit, on ne voulait pas qu'on voit comment ça se passait. Il sait qu'il ne peut pas rentrer dans le camp de prisonniers, mais il y a des Allemands qui sortent pour déminer. Et donc lui, la seule solution folle et indispensable et nécessaire et vitale qu'il a pour retrouver la femme qu'il aime, c'est d'apprivoiser un Allemand, de travailler à ses côtés, de risquer sa peau, sa vie aux côtés d'un Allemand pour essayer d'avoir des informations sur la femme qu'il aime et qui a disparu. Et donc le rapport à votre grand-père, c'est précisément qu'il a été prisonnier. C'est qu'il a été prisonnier, c'est qu'il a aimé une femme énormément. Je ne peux pas non plus tout dévoiler parce que, comme vous avez compris, effectivement, je ne suis pas seulement historienne et j'essaye de ménager du suspense, des surprises. J'essaye d'être aussi intrigante dans une trame d'après-guerre que dans une trame de guerre. Je voulais montrer scénaristiquement, de façon romanesque, que gagner la paix était aussi romanesque que, beaucoup plus, selon moi d'ailleurs, que gagner la guerre. Et puis il y a Saskia, une jeune fille revenue seule de déportation, où toute sa famille a péri, et qui tente de récupérer sa maison et ses souvenirs. Vous dites que le personnage de Saskia n'était pas prévu initialement dans le roman. Comment est-elle venue à vous ? Alors, elle est venue à moi il y a 10 ans, puisqu'en fait, le personnage de Saskia n'est pas un personnage, c'est une femme. C'est une femme qui a été une jeune fille et qui, à 16 ans, a été arrêtée avec toute sa famille et déportée à Auschwitz. Et cette femme m'a parlé il y a 10 ans. Et cette conversation, évidemment, est restée gravée en moi. Elle n'est pas de ma famille à moi, mais elle est de ma famille par alliance. Et curieusement, elle n'a jamais parlé, jamais,
D'ailleurs, peut-être parce qu'elle a reçu l'injonction de ne pas parler quand elle est rentrée des camps, parce qu'elle est rentrée. D'accord. Et en fait, elle m'a parlé à moi, et je pense que c'était pas un hasard. Et depuis que je parle de ce roman, j'ai compris enfin pourquoi est-ce que c'était à moi qu'elle avait parlé. Et voilà. Et cette jeune fille, donc de 16 ans, a réussi à revenir d'Auschwitz. Et ça n'était pas prévu parce que cette conversation m'a énormément marquée. Elle m'a gravé vraiment. Elle est gravée en moi. Et vous voyez le sujet dont je parle, c'est des destins croisés après la guerre, autour d'une équipe de démineurs. Donc je n'avais pas prévu de parler de quelqu'un qui rentrait des camps de concentration. Et un jour, c'est peut-être ça l'inspiration. Je le disais, Marguerite Duras disait on n'écrit jamais seul. Moi, j'ai écrit avec Saskia derrière moi, parce qu'un matin, sans le penser, ma main a écrit. Saskia est montée dans le car en face de Vincent, et elle n'a plus quitté le roman. Et ces passages-là ont été les passages que j'ai écrits le plus facilement, le plus aisément, quasiment sans les reprendre. Alors que le reste du roman, j'ai dû le reprendre. Avec Saskia, justement, vous éclairez une autre zone d'ombre de cette période troublée, parce que Saskia incarne ceux dont la parole a été niée, du moins mise de côté. Un éclairage qui permet de comprendre d'ailleurs pourquoi beaucoup de déportés se sont tus ensuite. Vous pouvez nous raconter ? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'incroyable, quand j'étais enfant, on me disait ceux qui sont revenus des camps ne parlent pas parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, ils ne veulent pas remuer de souvenirs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça. La vérité, c'est que c'est pas qu'ils ne voulaient pas parler, c'est qu'on ne voulait pas les écouter. Et ça, c'est une différence de taille, et il faut vraiment mettre les mots sur ce qui est. C'est le vrai travail. On a utilisé beaucoup d'euphémismes en disant ils sont partis en camp, non, ils ont été déportés, ils ne sont pas revenus des camps, non, ils ont été assassinés, et ils n'ont pas voulu parler, non, on n'a pas voulu les entendre. Il faut remettre les mots pour restituer réellement, et moi j'avais besoin non pas d'un travail de reconstitution, mais d'un travail de restitution. Et ce travail de restitution, je l'ai fait avec Saskia, qui est de façon incroyable, quand elle est revenue en fait d'Auschwitz, dans la vraie vie, elle est revenue avec sa mère, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait l'exploit de pouvoir ramener sa mère d'Auschwitz, et c'est un exploit, et c'est en soi même un acte de résistance. Elle a résisté à ce projet d'extermination en ramenant sa mère. Malheureusement, son père et ses 2 frères ont été assassinés, et quand elle est revenue donc elle est arrivée au Lutetia, puisqu'on accueillait les déportés au Lutetia, et qui était transformé en un gigantesque hôpital, et on essayait de soigner ceux qui pouvaient l'être, et ceux qui arrivaient encore à rentrer chez eux, on les laissait partir. Et ce qui l'a choquée, évidemment, et elle me la raconte avec beaucoup de pudeur, c'est ce qui s'est passé en camp. Mais ce qui l'a troublée encore aujourd'hui, et qui l'a empêchée de parler pendant 70 ans, puisqu'elle m'a parlé il y a 10 ans, c'est l'accueil qui lui a été fait en France. Et au Lutetia, on lui a donné 5 francs des tickets de rationnement, et on lui a dit « Tenez, et ne faites pas d'histoire ». Et ce « et ne faites pas d'histoire », cette injonction à disparaître, ne faites pas d'histoire, c'est un coup de poignard. Finalement, ce poignard est resté en elle pendant 70 ans, et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'on n'a pas voulu les entendre. Et moi, elle me dit ça, j'écris des histoires, alors j'ai raconté la sienne, et je l'ai vengée de ce jour où on lui a dit « ne faites pas d'histoire ». Donc il y a aussi une seconde colère qui s'exprime là. Oui, c'est vraiment une très très grande colère, parce que c'est vrai que ne faites pas d'histoire, quel mépris, c'est vraiment une injonction à disparaître. C'est d'ailleurs dans les retours que j'ai des lecteurs, je crois que c'est quelque chose qui a le plus marqué les lecteurs et les lectrices. Je reçois énormément de messages, parce que je pense que beaucoup de gens en plus s'identifient. Alors, même si les drames, évidemment, ne peuvent absolument pas être comparés, et c'est impossible de comparer, mais je sens que beaucoup de lectrices, en fait, sentent qu'un jour, à un moment donné, on leur a dit, sur un drame personnel, ne faites pas d'histoire. Et du coup, elles s'identifient à Saskia, je le sens vraiment. Mais c'est vrai que c'est un scandale qui n'a pas de nom, en fait, parce que ce mépris dont Marcel Loridan a parlé, dont Simone Veil a parlé, Simone Veil à table, on lui disait pas à table, Simone. Enfin, voilà, ce mépris-là, cette façon de demander à se taire, ça a été insupportable. Alors, infiniment touchant par son pouvoir d'incarnation, votre roman s'appuie aussi sur un solide travail documentaire.
derrière la trame romanesque, le lecteur dispose en filigrane de toutes les informations nécessaires à la compréhension du contexte historique, le rôle de Raymond Aubrac, la collaboration, l'univers des camps, les données sociales, qui sont les démineurs, d'où ils viennent, données techniques, également les types de mines, le désamorçage, l'effet blast. Alors je suis curieuse de savoir, nous sommes curieux de savoir, comment avez-vous procédé sur ce point? Par quoi avez-vous commencé et où êtes-vous allé chercher l'information? Alors, l'information, je suis allée la chercher partout. D'abord dans des livres d'histoire, parce que c'est vrai que c'est ma formation. Il y a un livre de Daniel Waldman sur les mines qui est essentiel et que je cite. La personne qui s'est occupée du déminage après la guerre, c'est le grand résistant Raymond Aubrac. Et je pourrais parier que vous savez tous qui est Raymond Aubrac, évidemment, qui est Lucie Aubrac, mais je pense qu'aucun d'entre vous ne savait que Raymond Aubrac s'était occupé du déminage. Et chose incroyable, Elisabeth Aubrac, sa fille, m'a écrit, en fait, elle a envoyé la lettre à l'Observatoire et elle me dit, mais c'est incroyable, je suis tellement heureuse que vous ayez parlé de cette période. Cette période était bouleversante pour mon père, la plus bouleversante. Et je l'ai eu après au téléphone, je l'ai appelé puisqu'elle m'avait laissé son numéro, mais j'ai dit comment vous pouvez dire que c'est la période la plus bouleversante? Enfin, il a été résistant, son rôle majeur auprès de l'armée des ombres, enfin c'est incroyable. Et elle me dit, pour lui, c'était bouleversant de voir que les ennemis d'hier pouvaient travailler main dans la main, ensemble, réparer, reconstruire, et alors qu'ils se haïssaient, se réconcilier. Elle dit, mon père n'a jamais supporté que devant lui, on dise les Boches. Et je me disais, mais quel homme sublime, c'est-à-dire que ayant perdu Jean Moulin, torturé par les Allemands, par Klaus Barbie, etc., dit, on ne dit pas les Boches. Et en fait, ce qu'il veut dire, il veut pas dire, je pardonne à ceux qui ont torturé. C'est pas du tout ça. Ce qu'il veut dire, c'est, tous les Allemands ne sont pas pareils. Ne dites pas les Boches, ne dites pas les Allemands. Chacun est différent, réfléchissons avant de parler, réfléchissons avant de juger. Tous ne sont pas pareils, tous les Français ne se sont pas comportés pareil, tous les Allemands ne se sont pas comportés pareil. Et donc, j'ai lu des livres d'histoire, Là où la mémoire s'attarde, de Raymond Aubrac, c'est-à-dire les mémoires de Raymond Aubrac, un livre sur les prisonniers de guerre allemands, une thèse de Fabien Théophilakis, j'ai relu énormément évidemment de témoignages sur la Shoah, même si je parle du retour, mais j'avais besoin de me réimprégner. Je suis allée aux archives de Saint-Tropez, de Ramatuelle, où chaque archiviste a son petit dossier sur les démineurs et où là on voit concrètement, et j'ai des scènes que je n'aurais jamais pu inventer et que j'ai extraites des archives. J'ai des lettres de dénonciation où les gens ne sont pas contents parce que les démineurs français sont en train de sympathiser avec les démineurs allemands et pêchent à la grenade ensemble des poissons pour manger. Enfin, c'est incroyable. Ça, j'aurais pas pu l'inventer sans les archives. Les archives, c'est vraiment un élément très sensible et je suis allée les dépouiller pour vous. Votre travail est d'ores et déjà salué par la critique pour sa force romanesque et votre plume, que l'on qualifie de belle et fluide. Vous dites ne pas avoir voulu faire de concessions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, j'ai pas voulu faire de concessions. Alors, je suis scénariste, donc croyez-moi, les concessions, je sais ce que c'est. Les concessions, c'est souvent des compromis qui arrivent à des compromissions. Et là, je voulais pas. Pour être honnête, j'ai commencé ce sujet en l'écrivant en scénario et je me suis dit mais ça y est, non, ça va pas être possible parce qu'on va me dire mais pousse l'histoire d'amour, je ne voulais pas faire de concessions puisque je parlais de mon grand-père, je parlais de Saskia qui a existé, je ne pouvais pas tricher en fait. Donc je ne voulais pas faire de spectacle qui dénature il fallait que chaque mot soit exact. Et donc en fait c'est pour ça que j'ai enfin osé affronter le roman et le finaliser. Mais j'ai découvert que même les maisons d'édition sont addictes aux algorithmes. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un éditeur fabuleux, un immense éditeur qui s'appelle Patrice Hoffman, qui a relancé la carrière de Doris Lessing, qui est l'ami de Jim Harrison, qui est l'ami de Art Spiegelman, qui les a édités et qui s'est occupé du livre et qui l'a vendu à l'étranger. C'est-à-dire qu'avant même de voir des maisons d'édition françaises, il l'a vendu, ce qui est
incroyable aux États-Unis, dans une immense maison d'édition, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il est en train de le vendre au Japon, enfin bref, et aux Pays-Bas. Et ça m'a donné une force pour résister parce que ce qu'on m'a demandé, ça n'allait pas dans le sens du projet. Par exemple, je vous donne un exemple, on m'a demandé est-ce que tu pourrais pas enlever des démineurs, parce que finalement on n'a qu'à se concentrer sur un personnage de démineur, un personnage de français, et puis ça ira bien. En fait, on les a déjà invisibilisés et on me demandait moi-même de les invisibiliser. Donc ça n'était pas possible. Et finalement, je me rends compte que les lecteurs est beaucoup plus intelligent que ce que pensent certaines maisons d'édition, puisqu'en fait, tout le monde est capable de lire plusieurs personnages, le destin croisé de plusieurs personnages. On m'a demandé de monter... voilà, enfin, je peux pas dire parce que c'est presque gênant, en fait, ce qu'on m'a demandé, et certaines maisons pourraient se reconnaître, et je veux pas me fâcher avec tout le monde, mais voilà, il y a beaucoup de... Il y a de la littérature du divertissement, il y a de la littérature... Et moi, je veux que ça soit une lecture addictive, mais je ne veux pas divertir à tout prix, et en tout cas au mépris de mes personnages et de l'histoire. Est-ce que d'ailleurs votre métier de scénariste, est-ce que c'est à lui qu'on doit cette faculté de donner corps aux personnages, les projeter dans le réel avec l'intensité, je dirais presque la densité d'une scène filmée? Votre roman a tout pour devenir un film, non ? Alors, c'est beaucoup de compliments, donc c'est très difficile de répondre de façon modeste à ces compliments. Oui, c'est vrai que je l'ai aussi écrit pour que ça devienne un film, et je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais évidemment, c'est mon projet. C'est-à-dire que je suis passionnée par ce sujet, comme vous le voyez. Je suis passionnée par cette idée que la fiction a un pouvoir incroyable. D'ailleurs, notez bien que si Hitler a réussi son projet, c'est aussi parce qu'il avait écrit un livre qui est devenu un best-seller mondial tout de suite. Et donc moi, je crois à la force de la fiction. Et donc, je pense qu'il faut nourrir les imaginaires avec des récits et aussi des films sur la construction de la paix. Et ça c'était très, très important. C'est très important pour moi. Et donc, mon métier de scénariste, il me permet de savoir quand il faut arrêter une scène, de savoir quand il faut mettre du suspense, de savoir quand il faut mettre de la surprise, de savoir quand il faut abréger les dialogues, de savoir effectivement... Je pense que le lecteur d'aujourd'hui est tellement nourri aux films, aux séries et donc à la dramaturgie qu'on ne peut pas vous en compter. On peut pas... Voilà. Donc en fait, je suis beaucoup plus elliptique dans mon roman que dans mes réponses. Enfin, et c'est un point crucial de votre roman, vous évoquez la formation des groupes de déminage mêlant volontaires et prisonniers allemands comme une expérience folle, inédite et visionnaire. Alors en quoi l'idée de rassembler des gens qui se haïssent pour une mission où ils vont risquer leur vie afin d'en sauver d'autres vous semble avoir été un exemple et une source d'espoir à la fois? Alors, donc pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je vous ai dit qu'il y avait 13 millions de mines. On a fait appel à des volontaires français pour ne pas faire appel à des sociétés privées. De toute manière, personne ne savait le faire. Ça, c'était la vision de Gaulle qui disait, voilà, les sociétés privées, on ne peut pas leur faire confiance, elles détournent l'argent, on fait appel à des volontaires. Sauf que, imaginez-vous qu'après 5 ans de guerre, qui a envie de se faire sauter sur une mine alors qu'il ne sait pas la déminer? En gros, personne. Donc, on s'est retrouvé avec 3000 volontaires. Équation, 13 millions de mines, 3000 volontaires français. On a dû faire appel... aux prisonniers de guerre allemands. Enfin, on a fait appel, soi-disant, sur la base du volontariat, autant dire qu'ils étaient quand même assez obligés. On leur a promis de les renvoyer plutôt chez eux, ce qui n'était pas vrai. Et donc, prisonniers de guerre allemands et des mineurs français ont travaillé main dans la main. Imaginez en ce moment, pensez à vos pires ennemis, à ceux qui vous font peur, aux terroristes. Et si on vous disait demain, eh bien, tu vas aller travailler sur les plages avec un terroriste. Je ne sais pas qui a envie vraiment d'y aller. Nous, on en était à ce niveau de haine qui était justifié. Et donc, cette idée, et c'est la première fois, que des ennemis travaillent main dans la main sur des missions extrêmement dangereuses. D'ailleurs, c'était interdit par la Convention de Genève. Et Raymond Braque s'est battu pour que ça soit autorisé et acté juridiquement. C'est inédit, c'est fou. Moi, personnellement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et c'est vrai que ça devrait être un exemple parce que étudier,
Mais malheureusement, il y a des écoles de la guerre et il n'y a pas d'école de la paix. Il y a des traités de guerre, il y a très peu de traités de paix. Il y a des films de guerre, il y a très peu de films de paix. Et j'espère que cet exemple-là, c'est pour ça que je veux évidemment que ça en soit un film, il soit étudié. Et je pense que c'est la seule manière de gagner la paix. Aujourd'hui, on voit un autre exemple au Rwanda où Tutsi et Hutu vivent et ensemble. Mais là, carrément, ils réparent ensemble, ils risquent leur vie ensemble, ils pleurent les mêmes morts et petit à petit, l'estime, le respect, la reconnaissance naît. Ça naît de ça. Danielle Wollmann, qui est l'historienne qui s'occupait des mines, dit « c'est un laboratoire de paix. Cette expérience mérite d'être étudiée ». Si vous le voulez bien, je vous propose de lire un extrait avant l'ultime question. Tout le monde avait combattu tout le monde. Et là, dans cette carrière, il n'y avait que des discussions franches entre des hommes qui étaient heureux de vivre désormais libres et en paix. Un moment de grâce. Cette idée de la liberté retrouvée, à protéger, mettait tout le monde d'accord et permettait de plaisanter ensemble, y compris avec les Allemands. Ni l'Anglais ni l'Américain n'étaient choqués de voir que Fabien avait décidé de former une équipe unie plutôt que de prolonger les divisions avec les prisonniers. C'était comme les prémices de la paix. Dans ce petit groupe, au contact des mines, des risques, du sacrifice, de l'abnégation, de la mort, la fraternité se frayait un étroit chemin. Cette guerre avait été une transgression totale et barbare, et pourtant, s'esquissait déjà, au sein même de ces groupes de déminage, l'idée d'un avenir commun aux pays d'Europe. Alors justement, est-ce qu'en ces temps troublés, où la guerre gronde aux portes de l'Europe, déchire le Proche-Orient, entre autres conflits, et cause des crises humanitaires sans précédent en Afrique, où aujourd'hui encore on mine en Ukraine, vous le disiez, on continue de déminer au Vietnam, vous gardez espoir en cette capacité de l'humain à faire preuve d'humanité et à faire émerger le sublime de l'horreur? Alors, est-ce que je garde espoir ? Ça, je vais peut-être garder cette réponse pour moi, pour ne désespérer personne. Oui, c'est vrai que ce qu'il y a d'incroyable, et d'ailleurs, j'entendais Olivier Vievorka qui a écrit l'histoire de la guerre, l'histoire totale de la guerre. J'aimerais bien qu'un jour on écrive l'histoire totale de la paix, d'ailleurs, en ce qui me concerne. C'est un vœu pieux. On en arrive à cette réflexion que pendant la guerre ou l'après-guerre, dans ces périodes extrêmement troublées, le pire émerge. Le pire, pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide, la Shoah, personne n'aurait pu imaginer ça. Le pire voit le jour, mais aussi le plus sublime. C'est-à-dire que des gens se révèlent, des gens sacrifient leur vie. Le sublime aussi émerge. C'est-à-dire que l'humain est capable de se sublimer, d'aller au-delà de ce qu'il pense être capable. Et ça, effectivement, c'est un espoir. Le pire comme le sublime. Ça, faut vraiment pas oublier qu'il y a aussi le plus sublime qui a vu le jour dans les conflits. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un roman historique, mais un roman d'actualité, dans le sens où beaucoup des conflits que vous évoquez sont nés en fait de la Seconde Guerre mondiale, comme la Seconde Guerre mondiale découle des conditions de paix de la Première Guerre mondiale, en fait, le ressentiment qui est né après le traité de Versailles, de même que la Première Guerre mondiale découle de 1870. Simplement, nous, et il faudrait quand même qu'on en soit un peu fiers, on a fait la paix avec les Allemands, alors qu'on se battait avec eux depuis 75 ans, 1870-1945. On a réussi à faire la paix, non seulement on a fait la paix, mais on a construit l'Europe avec eux, ce qui est complètement dingue. On aurait dit ça à nos arrière-grands-pères, on va faire l'Europe avec les Allemands, ils nous auraient dit, dans minute, calme-toi et reviens sur Terre. Mais on l'a fait. On aurait pu très bien faire avec l'Italie. L'Italie, c'était moins compromise que les Allemands. On a fait avec nos pires ennemis. 75 ans. Au Proche-Orient, en fait, c'est 75 ans aussi de conflit. C'est 75 ans. Pourquoi ça ne serait pas possible ? C'est-à-dire qu'on n'entend que ça, on n'entend que c'est impossible. Mais nous, on l'a fait avec les Allemands qu'on considérait quand même comme des barbares, et la haine était aussi incandescente. Donc c'est possible, et il faut, si on sait que c'est possible, eh bien c'est déjà un premier pas pour y aller. C'est ça mon espoir, c'est que on se dise, entre la France et l'Allemagne, ils ont réussi à se réconcilier alors que le pire a été commis. Eh bien, c'est possible aussi dans d'autres guerres.
fratricides, en fait. L'Ukraine et la Russie, c'est des guerres fratricides. Au Moyen-Orient, c'est des guerres fratricides, et c'est possible. Mais pour ça, il faut que d'autres discours émergent, d'autres récits. Parce que l'imaginaire, la fiction incarnée des personnages, c'est ce qui permet de mieux comprendre les idées. Sinon, en fait, le déminage, vous avez tous lu une ligne d'histoire où il y avait les plages Chauminet. Simplement, vous en êtes pas rappelé. Parce que vous ne saviez pas comment s'appelaient ces gens qui ont déminé, qui ils aimaient, leurs espoirs, leur âge, la couleur de leurs cheveux, leurs sentiments, ce qu'ils avaient, ce qu'ils projetaient dans la vie. C'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu. Donc, si on incarne, le pouvoir de la fiction peut peut-être laisser espérer. En ce moment, il y a le roman de Gaël Faye sur Jacaranda qui finalement a ce même message, en fait. Ça parle de la même chose, de la réconciliation, alors qu'on pense qu'on peut ni pardonner ni oublier. Et pourtant, on peut se réconcilier. C'est une troisième voie. Elle est possible. C'est ça, évidemment, mon espoir. Et moi, je sais qu'il y a des voies partout, au Moyen-Orient, qui se battent pour la paix. Donc, c'est ça mon espoir. Merci infiniment, Claire Deya. Je vais vous laisser avec Ingrid, qui va recueillir vos impressions insulaires. Bonjour Claire. Bonjour Ingrid, dont j'ai tant entendu parler. C'est la première fois que vous vous rendez à Port-Cros. Je me doute de coup que votre découverte en est encore totalement sommaire et partielle. Néanmoins, quelles sont vos premières impressions à votre arrivée à Port-Cros ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en arrivant ? Alors, ce qui m'a marqué, c'est quelque chose que j'avais oublié parce que ça fait longtemps en fait que je ne suis pas allée sur une île, et c'est cette auréole de lumière blanche qu'il y a autour de l'île. Et là, le ciel était particulièrement magnifique, gris, avec vraiment tout un dégradé de gris. Et ce qu'on voyait, c'était cette auréole lumineuse, presque phosphorescente autour de l'île, qui est à la fois la réflexion du ciel, du soleil, mélangée à de l'écume. Et réellement, on a l'impression, à chaque fois qu'on arrive dans une île, d'une élection, sinon divine, au moins céleste. Et donc, les îles, c'est vraiment la terre d'élection entre ciel et mer. Et aujourd'hui, elle était plus proche du ciel que de la mer, qui était plus grise. Mais le ciel était particulièrement tourmenté et magnifique, et il s'est déployé en majesté. La deuxième impression, c'est que quand on arrive dans une île, on pense toujours aux îles de son enfance. Et moi, l'île qui m'a fait rêver pendant mon enfance, c'était une île en Bretagne qui s'appelait l'île d'Ouate, parce que je passais mes vacances dans le Morbihan. Et une fois ou deux fois dans le mois, on allait dans cette île qui est beaucoup plus accueillante que Port-Cros. Et je me suis dit, en fait, finalement, Ouate, qui est en Bretagne, est beaucoup plus langoureuse et accueille avec des pentes sablonneuses, alors qu'en fait, dans le sud, contrairement à ce qu'on pense, Port-Cros est beaucoup plus sauvage, âpre, aride. Elle se laisse pas conquérir si facilement, pas de plage de sable blond à proximité. Et je me suis dit, mais c'est comme la Méditerranée, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression que la Méditerranée, c'est une mer calme, un peu tranquille, alors qu'en fait, c'est une mer extrêmement dangereuse. Et tous les marins vous le diront, ils disent, mais en fait, elle est beaucoup plus dangereuse que ce qu'on pense, parce qu'on s'en méfie pas. Eh bien, j'ai eu la même impression, c'est-à-dire que Ouate a des côtés, d'abord parce que je la connais au mois d'août, au mois de juillet, mais Ouate a des côtés plus langoureux. Je connais très très bien la Corse aussi. Et là, je sens une petite île pleine de caractère qui se laisse pas conquérir comme ça. Et la troisième chose, et ça, je peux pas m'en empêcher, c'est que pour monter jusqu'à ce fort, on a pris une calade faite donc à main nue, et donc c'est des très très belles pierres qui sont posées à main nue, voilà, et je ne peux pas m'empêcher de penser à qui sont les premières femmes et les premiers hommes qui sont arrivés sur cette île. Quelle volonté féroce il faut avoir pour s'isoler, pour venir sur une île qui n'est pas si finalement accueillante que ça,
qui certainement se révèle quand on la connaît, puisque en fait moi je n'en entends que parler de façon émerveillée, et je me dis voilà, j'aimerais me projeter et savoir quelles équipes ont mis côte à côte ensemble ces pierres pour qu'un jour on puisse monter sur des chemins qui sont merveilleusement agrémentés, ornés de ces pierres et qui sont en même temps utiles. Et peut-être que j'ai encore quelque chose à dire, c'est que quand je suis arrivée, en fait, quand on arrive dans une île, on a toujours, je ne sais pas pourquoi, des questions existentielles. Alors qu'en fait, quand on atterrit, on ne les a pas. Quand on arrive en train, on ne les a pas. Mais quand on arrive en bateau dans une île, on a toujours une question existentielle et qui, pour quelqu'un qui écrit, se présente de la manière suivante. Est-ce que je ne devrais pas m'isoler, non pas dans une tour d'ivoire, mais sur une île, parce qu'une île, c'est la tour d'ivoire de l'écrivain. Et voilà. Je me suis posé cette question-là en me disant, mais est-ce que je ne devrais pas m'isoler sur cette île ? On va revenir à cette idée d'isolement de l'écrivain. Merci de l'anticiper. Merci Claire d'avoir pris le temps, parce que dans ce petit temps restreint que vous avez eu pour découvrir l'île, merci d'avoir vraiment ouvert tous vos sens pour nous partager vos impressions. Et je pense qu'on l'a tous vu, ce petit halo de lumière particulièrement magnifique ce matin. Mais ça, c'est les jours de temps gris. L'île peut être beaucoup plus chatoyante et lumineuse quand on la découvre un jour de grand beau temps. Vous avez parlé de l'île d'Ouate. Quelle est votre expérience plus globalement des îles ? Est-ce que vous avez d'autres expériences sur les îles ? J'ai cru entendre, alors je ne sais pas si on m'a mal guidée, mais est-ce que vous avez écrit déjà sur des îles ou pas ? Alors, c'est là où je vous disais que si je veux vraiment écrire mon deuxième roman, il va bien falloir que je m'isole sur une île. En fait, la première fois que j'ai écrit vraiment sous forme romanesque, littéraire, c'est sur une île. C'est sur une île qui est en Espagne, qui est Majorque. Et c'est dans un village. Et l'histoire de ce village est extrêmement romanesque parce qu'en fait, Majorque, tout ce qui est près de la mer, c'est envahi par les touristes allemands. Et il y a un village qui a résisté. Et ce village, il est dans les hauteurs, dans les montagnes. Et parce qu'en fait, on pense qu'il n'y a pas de déterminisme. En fait, il n'y a pas de déterminisme insulaire. C'est-à-dire que c'est comme en Corse. En fait, tout le monde pense que les gens sont restés au bord de l'eau, alors qu'en fait, les villages étaient perchés. Ils n'étaient pas au bord de l'eau. Donc, il faut lutter contre cette idée du déterminisme parce qu'il y a de l'eau, on est près de l'eau. Non, c'est comme ailleurs. C'est ce que nous disait notre conférencière. Ils sont déperchés. Et en fait, l'histoire de ce village, c'est qu'il a été protégé contre les touristes, contre l'urbanisation par un poète qui était un marin anglais qui s'appelle Robert Graves et qui était capitaine au long cours et qui un jour a décidé d'abandonner ce qu'il faisait parce qu'il était écœuré par ce qu'il voyait et qui a écrit un roman qui s'appelle Goodbye to All That. Donc adieu à tout ça, et il s'est installé sur l'île de Majorque, dans ce village, et on dit qu'il a eu une histoire avec Ava Gardner, et c'est donc très romantique. Et quand j'ai commencé à écrire, j'étais très jeune, et je me suis dit, comme quoi on se programme, je me suis dit, un jour, je serai comme Robert Graves, j'abandonnerai ce que je fais. Bon, en fait, je l'abandonne pas vraiment, mais j'abandonnerai ce que je fais. Je dirai goodbye to all that. J'ai dit au revoir à Paris déjà. Et je m'installerai dans le sud et j'écrirai. Et donc, la première fois, et je compte d'ailleurs reprendre ce que j'ai écrit ce jour-là dans ce village, dont je ne vous dis pas le nom pour le garder secret. Voilà. Donc, en fait, j'ai cette attache très très forte parce que je sais que sur cette île, j'ai réussi vraiment à écrire quelque chose d'extrêmement personnel et qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, c'était extrêmement intense et j'étais très très amoureuse de cette île. J'ai aussi un rapport très très affectif à la Corse. Voilà. Bon, le pouvoir des îles, donc sur les écrivains. Vous auriez pu choisir les plages normandes pour ancrer votre histoire, mais vos origines et votre volonté de vous emparer d'un sujet historique peu traité, les mois qui ont suivi le débarquement de Provence, vous ont orienté vers les plages du Sud et plus particulièrement celles d'hier.
Or, la Côte d'Azur, c'est la French Riviera des années folles, celle des romans de Fitzgerald. Ce sont les plages et la mer, l'expression la plus totale de la liberté. Et pourtant, en ce printemps 45, seuls les démineurs sont autorisés à parcourir les plages. Pour vous citer, donc vous dites, ces démineurs auscultant le sable du bout de leurs pics de métal pour détecter les mines enfouies par les Allemands. Dans un entretien, vous utilisez cette formule « montrer l'enfer au paradis », confronter le tragique au soleil de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous cherchiez à créer, à provoquer peut-être chez les lecteurs par ce contraste ? Alors, cette expression d'ailleurs de tragique du soleil, c'est une expression qui est empruntée à Albert Camus, qui est évidemment un de mes auteurs de prédilection. Je savais aussi que je ferais un jour comme Camus, qui est descendu à Lourmarin. Je savais que je redescendrais dans le sud. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Normandie et qu'on n'a quasiment pas parlé du sud. Donc déjà, deuxième révolte. Je trouvais ça pas normal parce que je trouve que le débarquement de Provence est un débarquement formidable où beaucoup de Français se sont investis et ont risqué leur vie. 250 000, c'est pas rien comparé aux 177 en Normandie. Et c'est vrai que, alors aussi c'est parce que évidemment je pensais au film et que je pensais que ça serait beau, mais ce contraste c'est de montrer en fait que même quand on a un paysage aussi magnifique que la Côte d'Azur, que cette French Riviera. Je suis contente que vous souligniez que Fitzgerald y allait parce que en fait je pensais beaucoup aux plages où les Fitzgerald et les Murphy allaient sur la plage de la Garoupe. Voilà, c'est le lieu de tendre et la nuit. J'ai beaucoup pensé à ces plages-là et on est capable de sacrifier le paradis, si cher d'ailleurs à Fitzgerald, qui a écrit The Other Side of Paradise. Et on est capable de sacrifier ce qu'on a de façon incroyable. Et hier, c'était la guerre, c'était les barbelés, c'était les mines, c'était les blocos. Aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, on se rend compte que les plages dont je parle dans le roman, comme par exemple la plage de l'Almanar ou de l'Alhambra, ou ces plages qui étaient des plages immenses, on le voit sur les photos d'archives, c'était des plages vraiment immenses où les démineurs se déployaient sur des rangées incroyables. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des petites bandes parce que d'un côté, il y a eu des constructions, une route pour amener à ces constructions, et de l'autre côté, il y a eu la montée du niveau de la mer. Ce qui veut dire que des plages magnifiques, aujourd'hui, sont réduites à des petites bandes étroites de sable. Je crois savoir même qu'à Port-Cros, à certains endroits, la plage n'est plus là. Donc, je voulais vraiment montrer que l'homme est capable, vraiment, alors là, du pire, alors que la nature est capable du plus sublime. Là, c'est la nature qui est sublime et l'homme qui la détruit. Voilà, je suis très marquée. Je suis beaucoup, en fait, tous les mouvements de défense des océans, de la mer, des fonds sous-marins. Et c'est vrai que j'avais... donc voilà, et c'est frappant. C'est-à-dire qu'on imagine toujours la guerre dans la gadoue. Voilà, là, la guerre, elle s'est passée au paradis. Mmh. Je m'adresse un petit peu plus à l'historienne en vous posant cette question, mais pourquoi justement ce débarquement de Provence, rebaptisé Opération Dragoon, dont nous parlera l'amiral Georges Prudhomme donc mercredi, pour ceux qui restent jusqu'à mercredi, voilà, je vous invite à écouter Georges Prudhomme. Pourquoi ce débarquement de Provence, il est moins connu que celui de Normandie ? Alors, pourquoi est-ce qu'il est moins connu ? Alors, évidemment, moi, ce sont mes hypothèses et certaines hypothèses aussi des historiens, c'est que quand on cache une histoire, quand on l'oublie, c'est souvent volontaire. C'est-à-dire que soit c'est du déni, soit c'est une volonté de le cacher. Ce qui se passe, c'est que le débarquement de Normandie, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Le débarquement de Normandie, c'est le débarquement des Alliés, en majesté, 177 Français, mais des Américains, des Canadiens. C'est leur débarquement, c'est le débarquement voulu par Churchill, et c'est le débarquement aussi de Gaulle qui peut arriver jusqu'à Paris grâce à ce débarquement. Le débarquement de Provence, déjà sans lui, ça aurait été un peu difficile de remonter jusqu'à Paris, puisqu'en fait, il s'agissait de prendre en tenaille les Allemands. 250 000 Français qui s'engagent. Il a été invisibilisé parce que ça n'était pas le débarquement que voulait, d'une part parce que ça n'était pas le débarquement que voulait Churchill, d'où le nom de Opération Dragoon. Dragoon, ça veut dire embrouillé, enfin voilà.
Winston Churchill a eu l'impression que les Français l'avaient embrouillé. Lui, il voulait passer par les Dardanelles. Et c'est les Français qui ont dit non, on va libérer Marseille et Toulon et on va libérer la côte française, c'est chez nous, on y va. Et par ailleurs, et c'est un aspect assez peu reluisant en fait de l'histoire, c'est que en fait ce débarquement a été évidemment accompli par les Alliés, par des Français et par des combattants qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, des tirailleurs sénégalais. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que ils ont combattu, par exemple, les tirailleurs sénégalais sont passés par les vignes, il fallait passer par Hyères pour libérer Toulon. Toutes les vignes étaient minées, les tirailleurs sénégalais, ça a été une hécatombe. Tous les généraux qui ont participé au débarquement de Provence louent le courage des goumiers, des combattants goumiers. Il y a un respect énorme des militaires. Et sauf qu'en fait, les politiques n'ont pas eu ce même respect et ont invisibilisé ce débarquement qui était de toutes les couleurs. Et il y a eu on les a renvoyés immédiatement chez eux, sans prime, sans reconnaissance, sans statut. Et cette opération a été baptisée blanchiment de l'armée de libération. Et c'est ce blanchiment, en fait, ça c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors les Américains c'était pareil avec le GI noir qui soi-disant ne conduisait que les jeeps. Et ça c'est terrible parce qu'en fait aujourd'hui on voit bien que quand on nie une histoire, eh bien, il y a un retour du refoulé comme en psychanalyse et qu'il y a un ressentiment qui est né du fait que ces tirailleurs sénégalais n'ont pas été reconnus, n'ont pas eu de statut, de prime, n'ont pas été reconnus et remerciés à la juste valeur de leur sacrifice et de leur dévouement. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans l'invisibilisation du débarquement de Provence et le fait qu'on ait volontairement oublié. Après, il y a d'autres raisons qui font que la Normandie a beaucoup misé sur les souvenirs du débarquement. Alors que la Côte d'Azur a voulu passer à autre chose et il y a très très peu de souvenirs concrètement, il y a peu de mémorial, de musées, etc. La Côte d'Azur a dit non, nous voilà, on est au soleil, on passe à autre chose. Ça a aussi été une volonté. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à cette invisibilisation du débarquement de Provence. Merci d'avoir approfondi parce que du coup en parallèle j'avais lu un article d'un historien donc de l'université d'Aix-Marseille qui s'appelle Jean-Marie Guillon, qui expliquait qu'il y avait eu en effet le débarquement donc, sur les côtes normandes et la libération de Paris qui avait occulté le débarquement de Provence et que paradoxalement le débarquement de Provence était tellement une réussite parce qu'il y a eu des pertes minimes, parce que les objectifs ont été très vite atteints et une certaine impression de facilité et que de fait on l'avait un petit peu mis sous le tapis. Donc merci d'avoir enrichi ce regard. Et la libération de Paris ne peut pas avoir lieu non plus sans l'avancée des troupes, enfin c'est-à-dire que c'est de même que la libération de Paris, personne ne parle des Espagnols qui ont libéré Paris, c'est-à-dire de la Noébé qui est rentrée dans Paris. S'il n'y avait pas les Espagnols, qu'on n'a pas vraiment aidé eux à se libérer de Franco, il y a eu beaucoup de gens qui ont été invisibilisés en fait dans ce voilà. Et c'est vrai, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre. Le débarquement de Provence a été magnifique. Les objectifs ont été atteints beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Et il y a eu, comme à Paris, une insurrection de la population, par exemple, de Marseille, une insurrection victorieuse, joyeuse. On voit dans les documentaires, les gens, il y a une... par rapport à la morbidité nazie, il y a une joie. Voilà, c'est l'insurrection de la joie. J'aimerais qu'on parle plus précisément des îles. Les îles d'Hyères ont, elles aussi, été occupées, bien sûr, par les Italiens, puis par les Allemands. Je vous recommande à ce propos la lecture de cet ouvrage, je la montre au public que vous connaissez peut-être. Donc, ça s'intitule 3945 vues de Porquerolles, qui est paru en 2019, qui est le témoignage de Monita Fournier-Richet, la fille aînée de François-Joseph Fournier, qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912. Elle y raconte les occupations successives des Italiens puis des Allemands, l'évacuation puis le retour sur l'île. C'est très bien documenté, c'est plein d'anecdotes. Alors c'est pas le travail d'une historienne, mais c'est un témoignage. Donc c'est voilà, il y a eu beaucoup de témoignages à ce sujet-là, mais sur les îles, c'est un petit peu plus rare à trouver. Dans l'épilogue, elle écrit:
Les Porquerolais avaient eu la chance, en comparaison, de tant de villages en France martyrisés par les Allemands. L'occupation avait pris des allures de kermesse. Les Allemands, troupes hétéroclites et dépourvues de combativité, appréciaient assez la planque de Porquerolles où ils étaient au repos, sinon au rencard, et ne cherchèrent pas noise aux habitants. Troublé certes dans le déroulement de sa vie habituelle, Porquerolles a vécu cette année un peu en marge et à retardement, comme il sied sans doute à une petite île, jusqu'à la brutale rupture que représenta l'ordre d'expulsion de tous ses habitants. Et j'aimerais juste compléter ce témoignage porquerolais par un petit extrait de L'Esprit de l'île, donc, que vous connaissez sans doute beaucoup, donc, paru aux éditions Claire Pollan, donc, qui est le témoignage de Pierre Buffet, qui évoque aussi cette cohabitation facile avec les Italiens puis l'arrivée des Allemands. Et Pierre Buffet écrit, avec l'aide de Claire, à la déclaration de guerre sur l'île, rien n'a changé vraiment dans les premières années. En novembre 1942, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord et le sabotage de la flotte à Toulon, les îles d'Or sont devenues zone d'occupation italienne. Pendant une année, on a vécu avec ces soldats italiens, d'abord des chemises noires fascistes, puis une deuxième vague de chasseurs alpins, des bersaglieri avec plumes au chapeau, beaucoup plus correctes. Ils ne se comportaient pas du tout en ennemis. Ils tapaient le carton sur le port. L'un d'eux faisait la cour à la très jeune Christiane Desmarais, dont la famille vivait au Toiton. De temps en temps, on entendait leurs sirènes annonçant les bombardements et on filait se réfugier dans les caves du fort du Moulin, où la femme de Lino Tolari lui répétait « Lino, Lino, viens, viens que nous mourions ensemble ». En septembre 1943, ils ont été remplacés par 150 Allemands, répartis dans les 5 forts qui organisèrent la défense de l'île, coulant des plateformes en béton, construisant des redoutes, abattant les arbres. À cette même date, on nous a donné l'ordre d'évacuation de la population de Porquerolles. Et la population de Porquerolles a dû partir, non sans avoir vidé les maisons. Marceline écrivit alors à Jean Paulhan « Nous quittons Porquerolles demain. On évacue tous les habitants des îles et Marcel, donc son compagnon, nommé par les Beaux-Arts conservateur, n'a pu être agréé par les autorités supérieures allemandes. Vous imaginez notre peine, 25 ans d'efforts et de travail. » Alors Claire, est-ce que vous êtes documentée sur cette période juste après-guerre sur les îles ou pas du tout? C'est quelque chose que vous avez un petit peu mis de côté? Alors sur les îles en particulier, non. Alors en fait, c'est drôle parce qu'en fait j'ai parlé avec des témoins de l'histoire de cette occupation italienne et allemande. Et donc, en fait, moi, c'était plutôt sur la côte et pas vraiment sur les îles. Mais c'est intéressant. Dès la première page de mon roman, en fait, Vincent, qui cherche donc la femme qu'il aime, qui s'appelle Ariane, il se revoit, en fait, sur la plage. Il est sur la plage de la Mana. Et en face de lui, il a les îles d'Or. Et c'est, voilà. Et pour moi, c'est drôle parce que dans la traduction anglaise, la traductrice ne savait pas que ça s'appelait les îles d'Or. Elle a pensé que c'était une métaphore et elle a marqué les îles d'hier. Et donc, je lui ai demandé de marquer The Golden Island et de mettre les îles d'Or en face d'hier si elle voulait pour qu'on comprenne. Mais je lui ai écrit une note pour qu'elle comprenne. Et donc, pour moi, c'était important qu'il l'ait en ligne de mire et quand ils se baignent après avec ça, ils ont ça en ligne de mire, en fait. C'est un but à atteindre. Mais en revanche, sur cette occupation italienne et allemande, par exemple, il y a des témoins encore à Saint-Tropez, ils vous en parlent les larmes aux yeux. Alors ils disent, avec les Italiens, parce qu'en fait, les plages ont été interdites d'accès pendant 5 ans. Et c'est-à-dire que, évidemment, il y avait des villages qui vivaient des drames absolus, comme Oradour, etc. Mais alors, à Saint-Tropez, ils ont été dynamités, etc., comme beaucoup sur la côte. Marseille, le pont transbordeur dynamité, le quartier Saint-Jean dynamité. Mais alors, ils ne pouvaient pas aller sur les plages. Ils me disaient, vous vous rendez compte ? Pendant 5 ans, on n'a pas pu aller sur les plages. Ils en avaient encore les larmes aux yeux. Ils disaient, bon, alors d'abord, il y a eu l'occupation italienne. Ils disaient, avec les Italiens, il y avait toujours moyen de moyenner. Mais après, c'était les Allemands, on ne pouvait plus moyenner, on ne pouvait plus aller sur les plages. Et quand la guerre se termine, on ne peut toujours plus parce qu'il y a les mines. Et ces 5 ans de ne plus pouvoir aller sur la plage, d'occupation qu'ils ont empêché d'aller sur la plage, ça les a traumatisés, mais encore maintenant, et leurs enfants en parlent encore comme d'un très gros traumatisme. Mais sinon, ce vécu parallèle entre l'occupation italienne puis allemande a été ressenti de la même façon sur la côte, c'est aussi ce que vous dites. Sur la côte, l'occupation italienne a été mieux vécue que l'occupation allemande.
Oui, comme sur les îles. Comme sur les îles, absolument, comme sur les îles. Vraiment. Sachant que sur les îles, il y avait beaucoup de familles italiennes, j'imagine aussi sur la côte. En revanche, ce qui avait de très compliqué, c'est que c'est ce à quoi on n'a pas pensé, et j'ai un personnage d'ailleurs dans mon roman qui en est l'incarnation, c'est que les Italiens qui avaient fui les conditions économiques déplorables en Italie, donc première vague d'immigration économique, puis qui avaient fui le fascisme, n'étaient pas toujours bien accueillis en France, mais finissaient par s'intégrer. Et quand il y a eu en fait la guerre, c'était horrible parce qu'ils étaient à la fois suspectés par les Français, mais ils étaient aussi détestés par les Italiens puisqu'ils avaient fui le fascisme. C'est comme les Allemands qui étaient anti-nazis, ils étaient suspects auprès des autres Allemands, mais ils n'étaient pas plus appréciés par les Français. Donc ça fait des gens qui n'ont plus vraiment de patrie, de racines. Et les Italiens, tout Italiens qu'ils soient, au moment où il y a eu la rafle à Marseille, ils ont été raflés comme les Juifs, donc par Bousquet, et leurs habitations ont été dynamitées, certains ont été déplacés au camp d'Émile, d'autres ont été déportés. Cette déportation des Italiens, donc des Italiens qui habitaient en France, on n'en a jamais parlé, elle est ressortie de façon incroyable parce que les Italiens ont senti que les derniers témoins disparaissaient. Elle est ressortie il y a 2 ans. Au moment où j'écrivais mon livre, je vois Histoire incroyable, on n'en a jamais parlé. Les Italiens ont été raflés à Marseille, déplacés en camp ou déportés en Allemagne. On n'en a jamais parlé. Et moi, je me dis, je vais en parler dans mon livre. Donc, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Mais c'est vrai que spécifiquement les îles, j'ai rencontré depuis en lecture, en médiathèque, en bibliothèque, beaucoup de gens qui m'ont parlé des débarquements en fait sur les îles, oui, bien sûr. Sur cette thématique du déminage post-après-guerre mélodromanesque, j'aimerais que Margot nous lise un petit extrait qui a été trouvé également dans le merveilleux ouvrage de Pierre Buffet, donc L'Esprit de l'île, qui est tiré d'un ouvrage de Gérard Prévost, l'écrivain Gérard Prévost, qui s'intitule Les chemins de Purcrow. Et là, on est beaucoup plus dans la même thématique que la vôtre, traitée complètement différemment, mais on est à la même période en tout cas. L'Allemagne ayant capitulé, ils avaient dû sortir de leurs ruines et, rassemblés sur la plage, avaient été contraints de se mettre au travail sous la conduite de quelques habitants. L'île était minée, et le travail ne manquait pas. À cette époque, le manoir était abandonné. Zé s'installait parfois sur la terrasse et passait des heures à regarder les prisonniers. Contrairement à d'autres, il ne les insultait pas, il ne les insultait jamais. Il pouvait déjà fort bien comprendre ce qu'on peut éprouver de nostalgie à être un prisonnier allemand dans une île méditerranéenne. À longueur de journée, les Allemands creusaient des tranchées, déterraient des obus pour les enterrer ailleurs, et de temps à autre, recevaient l'ordre de les faire sauter. Un jour, un sous-officier blond, à l'heure de la pause, s'était approché de Zé et lui avait demandé « Musik ? Kein Musik ?» Sans mot dire, Zé l'avait entraîné vers le salon du manoir et lui avait montré le piano. L'Allemand, en pleurant, avait couru vers ses camarades et ils avaient traîné le piano sur la plage. Chaque soir, tandis que les autres regagnaient en courant leur baraquement, l'homme descendait sur le sable et jouait, face à la mer. De sa maison basse, Zé l'entendait et, son maigre repas achevé, se dirigeait vers la baie, à la rencontre de Mozart. Cela dura quelques semaines. Puis, les Allemands ayant quitté l'île, la haine et l'amour redevinrent quotidiens. 3 ou 4 soldats, à l'ombre du cimetière, achevaient dans un exil interminable de payer leur tribut à la guerre. On les avait enterrés hors du cimetière, contre le petit mur d'enceinte. Mais sous la terre, ces choses-là n'ont guère d'importance. Celui que Zé continuait d'appeler Mozart y reposait. La veille du départ, au petit jour, il avait sauté sur une mine, non loin de la baie. Quand il allait au cimetière, Zé s'arrêtait toujours devant le petit mur, et le silence alors lui semblait habité. Sur la plage, le piano abandonné avait résisté pendant quelques semaines aux assauts du vent. Puis, une nuit de Mistral, une pièce de bois s'était détachée. Alors les pêcheurs étaient venus avec leurs haches
et, comme l'hiver s'annonçait rude, avaient augmenté de cette ruine leurs provisions de bois. Le reste des débris avait été jeté à la mer. Merci Margot. Qu'est-ce que ça vous inspire, Claire, cet extrait ? Je suis bouleversée. C'est vraiment. Redites-moi par qui ça a écrit. C'est bouleversant en fait. C'est Gérard Prévost. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est bouleversant. Je trouve ça magnifique et. Effectivement, quand il y a tout d'un coup une espèce de communion de projets on ressent les mêmes choses, c'est toujours alors pour le coup c'est ça qui me donne espoir pour répondre à votre question d'il y a un quart d'heure. Ça me redonne espoir, c'est-à-dire que réellement il y a vraiment une communion de pensée. Enfin c'est un texte magnifique, extrêmement bouleversant et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, même de façon étrange et poétique, la musique. En fait, c'est incroyable parce que moi aussi, j'ai évidemment un musicien qui saute aussi sur une mine. Et c'est ça, cette espèce de désespoir. Dans le fond, c'est Mozart qu'on assassine, en fait. C'est toujours ça, c'est Mozart qu'on assassine. Et ça c'est révoltant et voilà, et c'est très beau, c'est très beau et c'est effectivement toujours ce constat qu'il va falloir essayer d'imposer, que sous la terre la nationalité importe peu, donc peut-être que sur la terre essayons de nous entendre. Quand j'ai lu votre texte, j'avais en tête ce texte-là. Comme il y a très peu de textes sur ce sujet, il y a très peu de textes sur ce sujet, et moi je ne le connaissais pas en fait. Donc merci à Claire de l'avoir déminé, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais non, mais alors voilà, il faut vraiment Claire Pollan pour trouver ce texte et le publier. C'est magnifique, vraiment. C'est vrai qu'on est tellement peu que tout d'un coup, on se tient un peu chaud. C'est ça. Et alors, ce qui rejoint ce texte très beau et votre roman, c'est cette force d'arriver à mêler la grande histoire et la fiction. Puisque la force de votre roman, Claire, c'est vraiment le mariage de vos talents de scénariste et d'historienne. À la fois la précision historique, la façon dont vous expliquez les enjeux de ces opérations de déminage très risquées, la cohabitation jusqu'à la fraternité avec l'ennemi, et le pouvoir de la fiction, la façon dont vous nous embarquez dans cette fresque romanesque captivante où l'amour et le suspense ont toute leur place. Alors pour vous dire la vérité, Claire, je ne vais pas forcément naturellement vers des romans historiques. Je sais pas, je pense qu'il y a des lecteurs aussi qui ne sont pas forcément au départ attirés par ce genre de littérature. Mais là, je dois dire que j'ai été totalement portée par cette histoire. Il y a une phrase hier de Margot qui m'a marquée, qui parlait de votre roman en disant que c'est une grande épopée populaire, sensible, chargée d'humanité. Alors moi, j'avais envie de vous poser cette question, Claire. Comment est-ce que l'on rend l'histoire avec un grand H vivante, captivante? Comment est-ce qu'on en fait un roman? C'est une vaste question. Il faut aimer les personnages. Il faut aimer ces personnages. Il faut les aimer comme des êtres humains encore vivants. Et si on les aime et si on les aime vraiment totalement, on les fait... ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants dans les pages que vous tournez. Et c'est ça qui rend l'histoire vivante. Parce que moi non plus, comme je vous le disais, bien que historienne de formation, je ne suis pas forcément pour le roman historique dans le sens roman pittoresque où on veut absolument faire une carte postale en noir et blanc ou sépia avec des détails, vraiment un décompte de tous les petits détails pittoresques qui pourraient légitimer le récit. Moi, j'essaye de délaguer ça pour atteindre le cœur des personnages, le cœur des hommes, le cœur des femmes dont je parle. Et donc, en ça, je pense que il n'est pas historique dans le sens où il n'est pas passé, en fait. Pour moi, c'est une histoire contemporaine avec des êtres vivants, vibrants, avec la même peau que moi, avec les mêmes sentiments, avec les mêmes colères, avec les mêmes révoltes. Je veux que ça vibre. Je l'ai écrit avec une sorte de fièvre, peut-être et donc cette fièvre-là impulse un rythme, donne un rythme. Voilà, je pense que je ne suis pas là pour démontrer, je suis là pour provoquer une émotion. C'est comme ça, je pense que... Voilà. Et
je vous remercie parce que dans votre question, je vois que vous faites vraiment attention aux mots, parce que très souvent on me dit moi j'adore les romans où il y a la petite histoire dans la grande histoire, et vous avez dit vous mêlez histoire et fiction, et je vous remercie de ne pas avoir dit la petite histoire, parce que ce dont je parle, ça n'est pas des petites histoires des gens. L'histoire de Saskia, c'est la grande histoire de sa vie. Revenir de camp vivante, avoir résisté au projet d'extermination vivante, c'est la grande histoire de sa vie. C'est pas sa petite histoire dans la grande histoire. C'est sa grande histoire magnifique dans la grande histoire. L'histoire de mon grand-père, c'est la grande histoire de sa vie dans la grande histoire. Donc il n'y a pas de petite histoire dans la grande histoire. Et si on considère la petite histoire, on est foutu. Il faut qu'on considère que c'est les grands destins de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé l'histoire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir mis des termes précis. De rien. Vous disiez hier, on citait donc Gaël Faye tout à l'heure avec son roman Jacaranda, et également Kamel Daoud qui sort un magnifique roman, donc Écrire contre l'oubli en cette rentrée également. Et vous avez dit, et je ne parle pas de petite histoire, vous avez dit c'est par les histoires qu'on comprend l'histoire avec un grand H. Voilà, je pense que vous devez vous retrouver un petit peu dans cette littérature. Donc ça, c'était mon premier point auquel vous pouvez réagir. Et le deuxième point qui m'a beaucoup marqué hier aussi, c'est quand vous avez dit il faut être révolté pour écrire. Chaque phrase doit être fiévreuse. Et en fait, je pense qu'en effet, quand on n'est pas porté forcément sur des romans historiques, s'il n'y a pas cette fièvre, cette émotion dont vous parlez, on ne peut pas être porté en tant que lecteur. Non, et moi d'ailleurs, je ne lis pas de romans historiques. Donc ça n'est pas la littérature. Mais après, est-ce que la peste de Camus c'est un roman historique ? Vous voyez, c'est ça en fait. Et la ligne, c'est que si c'est un roman historique pittoresque, uniquement avec une vocation documentaire pour documenter une période qu'on ne doit pas oublier ou je sais pas quoi, ça n'est pas possible. Il faut rendre justice aux hommes, et donc il faut être révolté. Bon, ça c'est un peu camusien, mais il faut être révolté, il faut être fiévreux, il faut... Dans la première partie de votre question, en fait, ce que vous me demandez exactement, est-ce que vous pouvez me le redire ? Non, c'était plus un constat. En fait, je relevais ce que vous disiez hier. C'est sur le fait qu'on ne comprend l'histoire que par l'histoire. Les histoires, ça j'en suis mais vraiment persuadée. Qui a envie aujourd'hui de réouvrir ces livres d'histoire de première ou de terminale ? Et pourtant, ils sont magnifiques. Pourtant, ils sont super bien faits. Mais en fait... on ne va pas vibrer. Et aujourd'hui, on a besoin en fait de s'identifier. Pour comprendre l'autre, il faut se mettre dans sa peau. Et donc moi, mon rôle, comme le rôle de tous les écrivains, c'est de vous permettre de rentrer dans la peau des autres, de respirer avec la respiration, d'avoir le souffle coupé quand Fabien démine, et de le ressentir. Hier, quand Margot lisait, à un moment donné, elle a levé la main pour dire « mine », et j'ai senti que tout le monde sursautait. Et là, je me suis dit, alors voilà, sur un livre d'histoire, vous n'auriez pas sursauté. Mais tout d'un coup, quand une comédienne en plus l'incarne, ben voilà, tout le monde sursaute. Et là, vous avez tout d'un coup la possibilité de vivre, comme dirait Emmanuel Carrère, d'autres vies que la vôtre, et c'est comme ça qu'on comprend. Quand on comprend l'autre, c'est le premier pas pour l'accepter. Et ne pas le rejeter. Et ne pas l'oublier. Vous avez cité Camus. Quels sont pour vous les auteurs qui sont passés maîtres dans l'art justement de mêler la fiction et la grande histoire, et l'histoire ? Alors évidemment, Albert Camus, mais Romain Gary, Hemingway, ça pour moi c'est Victor Hugo. Après il y a évidemment Alexandre Dumas, etc. Mais vraiment, si c'est pour mêler vraiment, là on parle pas de mes romans forcément préférés, mais si c'est pour mêler histoire et fiction, pour moi Romain Gary et Hemingway sont vraiment des maîtres en la matière. Des maîtres, je dis des maîtres, du coup, ça correspond pas exactement au rapport affectif que je peux avoir, par exemple, avec Romain Gary, en fait, qui est un des auteurs qui me bouleverse le plus. Et qui lui aussi d'ailleurs avait envie de vivre un peu caché, puisqu'il a pris un pseudonyme, et
je respecte tellement cette démarche, en fait, de vivre caché. Il a été tellement attaqué, il a été tellement... voilà. Et pourtant, il a continué de donner jusqu'au bout, en fait, de sa vie. Et donc, voilà. Après, évidemment, il y a toute la littérature russe qui est une littérature totalement incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, nourrie de littérature russe, je me disais, mais pourquoi est-ce que les lecteurs français ne seraient pas capables de pouvoir lire un groupe de démineurs où il y a 5 ou 6 personnages, en fait. Franchement, oui. Les Russes nous battent à plat de couture sur le nombre de personnages. Donc, en fait, on peut le faire. Tout à fait. J'aimerais terminer sur une question un peu ouverte. Alors, tu m'as devancé, Emmanuel, sur la mise en film de votre roman. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix de cette couverture et cette photo d'Elliott Erwitt ? Alors, le choix de cette photo d'Elliott Erwitt, c'est une histoire extrêmement heureuse. Donc, je suis très heureuse que vous m'en parliez. En fait, c'est très difficile pour un premier roman de se faire connaître. En fait, je ne pouvais pas savoir que j'allais avoir le Grand Prix RTL Lire, je ne pouvais pas savoir qu'il serait vendu... si, je le savais, en fait, quand on avait la photo, je savais qu'il était vendu déjà aux États-Unis et en Europe. Mais en fait, il se trouve qu'à l'Observatoire, ils font des très, très belles couvertures. Ils aiment le livre en tant qu'objet, ils font des très, très belles couvertures. Et donc, au moment où je finissais le roman, je dis à mon éditrice Dana Burlac, je lui dis, ça serait bien qu'en fait... On voit un peu déjà ce qu'on pourrait esquisser comme couverture, et juste comme ça, qu'on s'envoie des images, etc. Et elle me dit, oui, très bonne idée, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu penses ? Et je lui dis, là, elle a dû regretter d'avoir signé avec moi. Je lui dis, mais en fait, j'imagine quand même, sans doute une photo en noir et blanc, bien que je sois contre mais sans doute une photo en noir et blanc, mais une photo de couple, et qui n'arrive pas sur une plage, qui ne peut pas regarder face à eux, parce qu'en fait, il y a leur histoire qui les ramène dans le passé, et donc ils ne peuvent regarder qu'en arrière. Et je lui dis, évidemment, c'est un peu abstrait, là, je veux dire, elle est complètement folle, mais je vais la laisser parler. Et donc, voilà, je lui dis, voilà ce que je peux te dire, je voudrais que ça soit... qu'on sente des gens qui sont dans une nostalgie et qui n'arrivent pas à se projeter. Et elle m'envoie une série de photos qui ont été faites dans l'après-guerre, voilà. Et puis elle m'envoie cette photo d'Elliott Erwitt. À ce moment-là, il y a l'exposition d'Elliott Erwitt au musée Mayol. Cette photo-là, elle est dans tous les reportages sur cette exposition. Elle est partout sur Instagram. Tout le monde veut cette photo. Donc elle me dit, raisonnablement, nous ne l'aurons pas, parce que tout le monde veut cette photo. Et donc, voilà, il y a d'autres maisons d'édition qui sont évidemment sur le coup, et on ne l'aura pas. Mais ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'on pourra essayer de trouver la même chose. Je lui dis, mais on ne trouvera jamais la même chose. Il faut cette photo, vraiment. Je suis sûre que tu peux. Je connais le pouvoir de conviction de mon éditrice, qui est une tornade blonde à qui personne ne résiste. Et donc, je lui dis, je suis sûre que c'est possible. Et en fait, elles ont écrit, avec Flandrine Raab, elles ont écrit à Elliott Erwitt. Son agent leur a dit, mais vous savez, Elliott Erwitt parle français. Il s'est reconnu, en fait, dans l'histoire de Saskia. Sa famille est juive ashkénaze. Lui-même a couvert la guerre en tant que reporter, l'après-guerre en France. Et ça l'a ému. Et il a dit, c'est vous qui l'avez. Et à 95 ans, il a travaillé avec la graphiste, parce qu'en fait, il voulait absolument cadrer lui-même la photo, puisqu'il fallait la recadrer pour qu'elle couvre sur les 3 faces. Et donc lui, à New York, dans son... Je ne sais pas où est-ce qu'il habite, mais à New York, avec son millimètre, il disait, non, vous remontez d'1 millimètre, de 3 millimètres, etc. Donc il a vu la couverture, avant de malheureusement de disparaître, quelques mois plus tard. Et donc il savait que c'était vendu aux États-Unis. Il savait qu'il y avait cette couverture, et c'est une image magnifique. Et parfois certains Marie de la librairie Charlemagne me disait, il y a un lecteur qui m'a dit, mais en fait, pourquoi cette photo, ça n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi des démineurs. Et en fait, moi d'abord, je veux tout. C'est-à-dire que je veux une histoire d'amour, je veux de l'aventure, je veux du suspense, je veux de l'intrigue, je veux des faits historiques, je veux du déminage, je veux une réflexion politique, je veux une réflexion philosophique, je veux une réflexion sur la paix, je veux tout en même temps. Et je pense qu'on ne peut pas séparer. C'est-à-dire que, dans le fond, on gouverne comme on aime. On a les idées politiques qui correspondent
à notre façon d'aimer. C'est pas séparé. Vous pouvez pas mal aimer, bien gouverner. Vous pouvez pas vouloir vous réconcilier avec les Allemands. Oui, parce que alors vous riez parce qu'évidemment aujourd'hui, quels hommes politiques avons-nous ? C'est mon idée, voilà. Et mon idée, c'est que on a reconstruit l'Europe avec aussi une certaine idée de la France, mais aussi une certaine idée de l'amour. Bon, merci Claire. On termine sur la révolte et la fièvre, hein, vous aurez noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. C'est moi qui vous remercie infiniment. Comme d'habitude, vous avez la parole. Donc, si vous avez des questions, par contre, ce que je vous invite, c'est comme on capte aussi les questions qui sont souvent passionnantes et qui donnent lieu à des réponses passionnantes aussi, c'est si vous pouvez vous approcher de la table pour venir poser vos questions. Claire Pollan. Alors, Claire, tu as dit dans les jours précédents, et j'ai jamais eu l'impression de redite depuis 2 jours que je te suis, depuis vendredi, entre toutes les interventions que tu as faites, tu as dit à un moment que le titre de ton livre, c'était pas prévu pour être Un monde à refaire, mais Blast, que je trouve, moi, une idée géniale, parce que ça dit à la fois la déflagration sur les corps, sur les esprits, sur les paysages, et ton éditrice, je crois, ou ton agent, je ne sais plus, a dit non, c'est pas une bonne idée, Blast, c'est trop compliqué, ça va faire américain, on va pas s'en sortir. Quel est le rôle que tu donnes à ton nouveau titre, Un monde à refaire, et qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on lise sous le titre de Blast ? Alors, merci beaucoup Claire de dire que Blast est un titre formidable, puisque c'est vrai qu'en plus c'est un titre en fait que j'ai trouvé en 2 minutes, puisque comme le roman a été vendu au Salon du Livre de Londres, quand on l'a envoyé, en fait, Patrice Hoffman m'a appelé en me disant mais au fait il faut un titre anglais, qu'est-ce que vous auriez comme titre ? J'avais toujours pas de titre. Et en 2 minutes, je lui dis Blast. Il me dit oh, formidable, on le prend. Et en fait, Blast, c'est à la fois concrètement l'effet de l'explosion d'une mine et cet effet, l'effet de blast dont on parle aussi en français, il est incroyable puisque vous pouvez être indemne, votre corps peut être indemne et à l'intérieur tout est détruit. Et ça arrive à combien d'entre nous de paraître indemne, de sourire alors qu'à l'intérieur tout est détruit. Et moi c'était un titre qui me parlait beaucoup à ce moment-là de ma vie. Et par ailleurs, Blast, d'abord ça sonne. Et ça, c'est important pour un titre. Et donc, c'était à la fois technique sur les mines et plus métaphorique, ce qui est vraiment merveilleux, je trouve, pour un titre. Et par ailleurs, Blast en anglais a 2 significations qui sont les effets d'un choc, d'une déflagration, les effets mortels, et en même temps, It's a Blast, c'est une explosion de bonheur. C'est-à-dire que c'est dans le même mot, il y a le pire comme le sublime, la mort comme la joie. Et ça, c'est formidable. C'est un mot qui est incroyable. Vous pouvez dire « It's a blast » pour dire « c'est une explosion de bonheur, je suis tellement heureux » et pour dire « c'est une explosion qui m'a tué ». Donc ça, c'était incroyable. Donc évidemment, j'aurais aimé ça. Et d'ailleurs, je me disais finalement, ça sera des questions auxquelles je pourrais répondre. Mais en fait, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est à vous de me dire... est-ce que vous auriez acheté un roman qui s'appelle Blast ? C'est mon éditrice qui m'a dit c'est impossible, on ne peut pas, c'est trop compliqué, les gens ne sauront pas de quoi ça parle, il faut que tu trouves un titre en français. J'ai mis beaucoup plus de temps à le trouver. Et finalement, ce que je pense que j'en étais moi-même à me dire que j'étais en train de refaire mon monde, comme Robert Graves sur son île, qui s'est dit je dis au revoir à tout et je refais ma vie sur cette île. Et j'écris, c'est sur cette île qu'il a écrit, sur son île qu'il a écrit. Et moi, je me disais, après 45, le monde est à refaire. Ça veut dire qu'il a pas seulement à réparer, pas seulement à reconstruire, mais à réinventer et réenchanter. C'est ça un monde à refaire. Et moi, mon monde était à refaire. Aujourd'hui, on se dit quand même qu'il y a beaucoup à refaire dans le monde. Hier, on parlait Margot nous a lu cet extrait du retour dans sa maison de Saskia. Et Saskia a cette réflexion, leur maison allait lui permettre de se reconstruire. Et du coup, Claire, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous croyez que les lieux peuvent avoir un pouvoir de réparation ? Absolument. Totalement.
Est-ce que vous l'avez expérimenté ? Je l'ai totalement expérimenté, moi, dans le Sud, en quittant Paris, que je ne pensais jamais pouvoir quitter, et en allant vivre dans le Sud. Donc là où je vis, en Provence, ça m'a totalement réparée. C'est ce qui m'a permis d'écrire ce roman, puisque je l'ai écrit vraiment dans le Sud. Et réellement, la nature dont je suis entourée, parce que je vis à la campagne, c'est totalement fou, mais il y a des biches qui traversent mon jardin. Et de les observer, ça me rend totalement joyeuse. Et cette nature, je nourris les oiseaux, je vois des renards qui passent dans le jardin. Ces rendez-vous avec la nature, en fait, j'ai l'impression d'être... pour le coup, je suis presque dans une île, parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs ce que je cherchais, je suis... En fait, c'est dans une forêt qui a été, à un moment donné, déboisée au 19e siècle. Et du coup, c'est comme une île de verdure dans la forêt. C'est vraiment... comment on dit d'ailleurs quand on arrive dans une forêt qui a une... Voilà, c'est une clairière. Et donc, en fait, les clairières, merci. Les clairières sont un peu comme des îles dans la forêt. Et voilà, moi, ça m'a totalement permis d'écrire et de me reconstruire. Donc je pense vraiment, et c'est vrai que je chérissais un peu le projet, je cherche toujours l'endroit idéal où habiter, et en arrivant à Port-Cros, je me disais, mais les îles, quoi. C'est-à-dire que voilà, mon île espagnole, mon île corse, mon île d'Ouate, j'envie ceux qui ont, d'ailleurs vous le savez, j'envie ceux qui peuvent bénéficier d'un refuge sur une île. Mais donc l'île comme promesse d'un nouveau départ, pour vous, c'est pas une illusion. Non, parce que c'est aussi un refuge. Et je pense qu'il y a besoin, pour un nouveau départ, de se régénérer et de se ressourcer. Et l'île, c'est une façon de se régénérer et de se ressourcer. Merci William Semuller. Je ne voudrais pas développer le lien entre la politique et l'amour. Hein. Je pense que ça sera... Mais on est prêt à vous écouter roman, sinon. D'abord, je voulais vous remercier et vous dire combien votre livre m'a bouleversé. Moi, j'avais une question très pratique et très technique. Vous avez passé 2 ans et demi à rédiger ce livre. Comment est-ce qu'on vit pendant 2 ans et demi avec dans la tête et dans le corps, j'imagine, un pareil enjeu, un pareil roman? Comment est-ce que vous êtes organisé concrètement, pratiquement? C'est tous les matins, c'est de temps en temps. J'aimerais savoir comment on écrit et comment on traduit toutes ces visions dans un roman. Et est-ce que les personnages ont évolué entre le premier jour et 2 ans et demi plus tard? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, comment est-ce qu'on vit concrètement? Il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, même financièrement, comment est-ce qu'on vit? C'est-à-dire que pour écrire un roman, il faut pouvoir vivre. Moi, je ne suis pas salariée. Donc, en fait, quand on écrit des scénarios, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en fait, on est payé au moment où on écrit le scénario, et puis on est payé après avec des droits d'auteur au moment où les films sont diffusés ou bien où ils passent à la télé. Donc, en fait, voilà. Donc, on a ce petit effet retard qui permet de vivre financièrement. Donc vous voyez, je suis très concrète, je n'évite pas je ne fais aucun évitement. Je ne suis pas du tout langue de bois. Et ensuite, concrètement, en fait, ce livre, j'espère que ce sera la seule fois où je vivrai ça. Je ne l'ai pas écrit d'une traite, c'est-à-dire je l'ai écrit pendant 2 ans et demi, mais en fait avec des arrêts, parce qu'en fait la vie... alors, il y a des auteurs que je connais qui s'isolent et qui travaillent vraiment tous les jours et finalement la vie n'a plus d'impact. Et moi, je suis un peu comme... je crois que c'était Giacometti qui disait, voilà, dans un incendie entre un Rembrandt et un chat, je sauve le chat. Moi, je sauve le chat. Et donc, en fait, il y a eu des moments où j'ai eu des... je peux pas dire des devoirs, mais en fait, où l'écriture était moins importante que... ce que j'avais à faire dans la vie et auquel j'ai fait face. Et du coup, j'ai parfois abandonné l'écriture de mon livre. Mais inversement, quand j'ai repris l'écriture de mon livre,
la fièvre avait monté d'un cran. Donc, du coup, je pense que ça a impulsé encore plus de révolte et encore plus de fièvre. Donc, finalement, peut-être que ça y a gagné. Moi, j'ai cru que j'allais pas réussir à finir le livre. Je pense que si j'avais pas eu Patrice Hoffman qui m'appelait régulièrement en me disant « Est-ce que je peux vous demander quand est-ce que vous allez me rendre encore quelques pages à lire ?» Je pense que j'aurais pas réussi. Il m'a à la fois donné la légitimité d'écrire, parce qu'en fait pour moi c'est un immense éditeur, et le fait qu'il valide déjà les pages que j'avais écrites, ça a été vraiment, ça m'a propulsé dans le futur du livre. Peut-être que je l'aurais abandonné, c'est possible, parce que j'en ai déjà abandonné d'autres. Vivre avec ces personnages, à partir du moment où on les aime, en fait ça c'est très facile. C'est même peut-être ce qui me permettait de tenir en fait par rapport à d'autres nouvelles que j'avais, et ça c'est extrêmement facile. Si vos personnages ne vous intéressent pas, si vous en faites des caricatures, si vous en faites des personnages utilitaires, des méchants utilitaires, en fait ça vous intéresse pas, vous pouvez pas tenir 2 ans et demi. Par ailleurs, c'est un métier de discipline, c'est-à-dire que toutes les périodes où j'ai travaillé, oui, je m'astreins à être à ma table de travail à peu près 8 heures par jour. Et quand vraiment je ne pouvais pas y être, je lisais. Donc en fait, j'ai lu tellement de livres, tellement de documents, que en fait, oui, c'est une énorme somme de travail. Alors peut-être que c'est une des seules choses dont je peux vraiment m'enorgueillir, c'est que j'ai une grosse capacité de travail, une grosse capacité de concentration, et donc voilà. Donc pendant 2 ans et demi, on vit à la fois aussi des ascenseurs émotionnels, parce qu'il y a des moments d'euphorie où tout d'un coup une scène, vous avez vraiment l'impression d'avoir atteint quelque chose, en fait presque. Où je parlais de l'inspiration avec Saskia, c'est-à-dire que quand j'ai écrit Saskia, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, en fait. J'ai eu l'impression d'être inspirée, vraiment. C'est-à-dire que c'était presque pas moi qui écrivais. Donc là, ça, c'est vraiment des moments de grâce. Et puis, il y a des moments de découragement. Il y a des moments aussi où on pense que vraiment, c'est très mauvais, qu'est-ce qui nous a pris. Il y a des moments où on se dit, mais je suis folle parce que personne ne va s'intéresser à une histoire de déminage. Et là, c'est bien d'avoir un interlocuteur comme Patrice Hoffman, qui vous rassure, tout en vous disant ne vous attendez à rien, parce qu'aujourd'hui ce qui marche c'est l'autofiction. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'aussi, qui suscite en vous autant d'admiration, parce que du coup ça vous porte pour pouvoir continuer à écrire. Voilà. C'était plus une remarque par rapport à ta question sur est-ce que les lieux construisent ou pas. La réponse de Claire m'a renvoyé à la discussion que nous avions l'année dernière avec Jean-Paul Kaufmann quand il avait cherché sa maison. Et il a raconté comment il l'avait trouvée, et c'est une clairière dans un bois. Alors, ça a un nom particulier, je crois que ça s'appelle un érial, c'est ça ? Voilà, c'est dans les Landes, et il a très bien raconté dans La Maison du Retour. Oui, absolument. Voilà, et ça ressemble au lieu dont tu nous as parlé. Alors, c'est vrai, et moi, ma maison, au moment où j'étais sur le chemin, avant même de voir la maison, en fait, j'arrive sur le chemin, il y avait donc la forêt, et on m'a dit... ça commence là, et moi mon cœur a commencé à battre alors même que je ne l'avais pas vue. Et c'est une maison cachée. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui habitent autour qui ne savent même pas qu'il y a une maison là, alors que voilà. Donc c'est une maison cachée, donc ça me ressemble, et mon cœur s'est aussi mis à battre comme quand j'ai entendu parler du sujet. Donc en fait voilà, moi je choisis mes maisons, mes sujets quand mon cœur se met à battre. Voilà. Yves Stalloni, merci. Vous ne savez pas simplement écrire des livres, vous savez en parler, et c'est pas toujours le cas. 2 observations. La première concernant votre personnage d'ancien déporté. Alors, donc vous avez beaucoup dit que effectivement, on ne les écoutait pas, on n'avait pas envie de les écouter. Mais en même temps, il y a un moment de sidération de leur part. Et si l'on fait attention, par exemple, à Robert Antelme, ou à Primo Levi, ou à quelques autres, ou à Charlotte Delbo, tous ces gens-là ont pris du temps et après se sont mis à parler, ou plutôt à écrire. Hein, voilà. Donc nous sommes bien d'accord mais en même temps, ils ont tous dit, nous n'avons pas les mots. Nous n'avons pas les mots, et peut-être que les mots sont venus avec du temps. Donc voilà, c'est simplement pour compléter cette remarque. Et la deuxième chose, c'est, et on reste un peu presque dans ce type de littérature, je crois que c'est Georges Samprin qui, dans L'écriture ou la vie, dit
Les témoignages, c'est bien beau, mais les témoignages ont leurs limites, d'abord dans le temps, et à un moment, c'est la fiction qui va prendre le relais. Et je crois que vous en êtes une parfaite démonstration. Vous nous offrez une fiction, mais une fiction qui nous restitue une réalité. Et votre réflexion face à l'histoire, j'ai beaucoup aimé cette prise de recul en disant, mais l'histoire avec un grand H, bon, il faut la respecter, mais en même temps, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Vous faites de la littérature, vous faites de la fiction, et en même temps, vous restituez un épisode et un événement. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie, évidemment. Et vraiment, tous les auteurs dont vous parlez, je les ai lus, relus. C'est à chaque fois bouleversant, presque épuisant physiquement de les lire. Mais c'est vrai que quand ils disent on n'a pas les mots parce que personne n'a les mots, et je citais l'autre jour Claude Lanzmann qui a dû chercher Shoah, qui a été le chercher vraiment parce qu'il trouvait aucun mot à la hauteur de ce drame. Et je pense que cet effet de sidération est aussi venu du fait qu'on n'a pas su les écouter, et je me disais, sans doute ceux qui n'ont pas su les écouter n'avaient pas les mots, pensent qu'il faut dire des mots. Parfois, en fait, il aurait suffi peut-être d'une main sur une épaule pour les accueillir. Bon, personnellement, je suis comme Claire, j'adorais le titre Blast, je trouve fantastique. Et comme si je le regrettais pas assez. Et donc la question, c'est toutes ces traductions en anglais, quel sera le titre ? Alors, aux États-Unis, c'est Blast. Ah, donc bravo, voilà, c'est Blast. Mais alors, aux Pays-Bas, ça s'appelle Nadagen. D'après ce que j'ai compris, mais elles n'ont pas réussi vraiment à m'expliquer, j'ai l'impression que Nadagen, c'est une expression qui signifie le chant du cygne. Alors en espagnol, ça s'appelle estadio, donc explosion. Oui, c'est bien, mais alors c'est un peu littéral quand même. Non, en fait, alors moi, j'ai pu relire la traduction en anglais, j'ai pu faire des remarques, etc. Mais je ne suis pas en fait hispanophone. Je pense que c'est une très très bonne maison d'édition qui s'appelle Galaxia Gutenberg, qui vraiment, c'est d'ailleurs ils ont fait une édition magnifique. C'est très très beau, et je pense qu'ils ont vraiment choisi le titre qui convenait. Et en fait, à un moment donné, ce qu'on m'a expliqué, ce que tout le monde m'a expliqué en baissant un peu la voix, et j'ai compris que, voilà, on m'a dit, tu sais, il faut savoir faire confiance à ses éditeurs. Donc, j'ai compris que là, ça devait s'arrêter, mon côté control freak. Et voilà. Et j'ai la joie... En fait, ça va pas seulement s'appeler Estadio, parce que en Espagne, ils le sortent. Donc là, j'ai reçu les livres en castillan, et ils vont le sortir en catalan aussi. Alors là, c'est un très 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 bel hommage, c'est magnifique, surtout que la première fois que j'ai écrit, donc c'est sur une île catalane. Donc voilà. Et en italien, je sais pas, en japonais, je sais pas, en Suède, je sais pas, mais voilà j'ai dû apprendre à dire merci, parce que c'est déjà sorti par exemple aux Pays-Bas. Donc merci l'intelligence artificielle, j'ai dû apprendre à dire merci de plusieurs façons en néerlandais. Voilà. Hartelijk bedankt. Merci Claire. Régine Bérou, merci beaucoup pour ce très beau livre. Merci à vous de l'avoir lu. C'est pas tant une question que peut-être un peu une interprétation. J'ai eu l'impression d'une mise en abîme de ce livre, justement sur la problématique de l'ombre et du dévoilement vous concernant, si je puis dire. Et à la fois, ça fait très plaisir parce que je pense que c'est un véritable épanouissement en tant qu'écrivaine que vous vivez là en ce moment, voilà, étant traduite, reconnue avec Elliot Erwitt en plus qui, juste avant de mourir comme ça, vous offre cette belle couverture, et tout ça, et vous l'offrez à votre grand-père et à Saskia, ou enfin la personne qui se cache derrière. C'est assez merveilleux. Et je pense que vous continuez de vous dévoiler à vous-même, vous qui avez été à la fois nourri de littérature, mais peut-être un peu écrasé par et Camus et Romain Gary, etc. Donc, modestement scénariste, enfin historienne. Ah oui, non, mais absolument. Moi, je me suis sentie écrasée. Et maintenant, vous vous épanouissez après avoir été historienne, scénariste, pleinement écrivaine. Ça, c'est formidable, vraiment. Je trouve que c'est un beau moment de vie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc Stéphane Launay, bon, merci de la mise en relief de votre travail de création. Alors, je sais que vous êtes cinéphile. Est-ce que, outre la documentation écrite, historique, est-ce que vous avez pu visionner des films de fiction pour votre sujet, et est-ce qu'il y a des univers de cinéastes qui ont pu vous influencer dans votre travail d'écriture ? D'abord, il y a sur le déminage, il y a des archives filmées, donc où on voit des démineurs au travail. Et par exemple, le déminage du château, parce qu'en fait, c'est drôle parce que tout le monde dit non, mais là, tu l'as inventé. Non, mais attends, là, c'est pas possible. Et la scout qui l'a vendu en Italie, je vais pas imiter son accent italien, mais que j'adore et qui est devenue une amie que j'aime énormément, elle me dit non, mais là, quand même, le déminage du château, tu l'as inventé quand même. Et je lui dis mais va voir sur YouTube. Et en fait, ce que je décris, c'est-à-dire les petits pièges, les petites mines en bakélite qui sont sous des manteaux, etc., ce que je décris, je l'ai vu sur Internet avec le film. Enfin, c'était incroyable, j'avais plus qu'à écrire ce que je voyais. Donc du coup, il y a ces petites archives filmées, il y en a très très peu, mais elles m'ont inspirée et visuellement, c'était vraiment un cadeau. Par ailleurs, il y a un film sur les déminages qui s'appelle Démineurs de Kathleen Bigelow que j'ai vu. Je ne sais plus, l'autre jour, quelqu'un le comparait justement à la librairie Charlemagne. Il y avait un militaire qui était là, qui a lui-même déminé et qui disait « Mais oui, c'est comme dans ce film, on retrouve... C'est la même chose dans votre roman et dans ce film. » Moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale que par rapport au film de Kathleen Bigelow. C'est que Kathleen Bigelow, elle héroïse un homme dont on dit que c'est une tête brûlée, dont on ne ressent pas la peur par rapport aux mines. Et donc, c'est Jérémy Régnier, qui est un super... qui est un acteur extrêmement musclé, voilà, et qui va donc déminer. Et toute son équipe dit, mais il est complètement fou, pourquoi est-ce qu'il va déminer seul, etc. Oh là 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 là, quelle tête brûlée, de toute manière. Et quasiment, il sourit en déminant. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai voulu montrer l'inexpérience, la peur, la fraternité du groupe. Je ne fais pas des films de super-héros, parce que ça, c'est pour les adolescents. Je fais des films coraux. Ça, c'est un autre de mes engagements. C'est comme Annette Vievorka qui dit il n'y a pas que Manouchian, en fait. Il y a un groupe derrière. Et ça, c'est un engagement politique, philosophique, pour moi littéraire, de dire arrêtons d'héroïser, parce qu'en fait, quand on héroïse, quand on fait un film de super-héros, mais personne ne va s'identifier à Jérémy Régnier. Parce que moi, je ne suis pas une super-héroïne. Je ne vais pas m'identifier à un super-héros. En revanche, me dire, est-ce que j'intègre un groupe ? Donc, si c'est un super résistant, on ne va pas s'identifier à lui. Si c'est un groupe de résistants, c'est un groupe de démineurs, là, il y a quelque chose de l'ordre de ensemble, fraternellement, on peut accomplir. Donc, ça, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont au cinéma, c'est les adolescents. Et pour eux, on fait des films avec des super-héros. Moi, je n'ai pas fait un film avec des super-héros. Je fais un film avec des gens qui ont peur et qui y vont quand même. Ce qui, pour moi, est le véritable héroïsme. C'est pas l'inconscience, le véritable héroïsme. Il y a eu des petits morceaux dans des films qui sont tous tirés d'ailleurs d'une page et demie d'un roman de José Giovanni. Et en fait, il y a une page et demie. C'est une scène où un démineur, de façon assez héroïque, va déminer une mine à la place d'un autre et meurt. Et donc, moi, je n'ai pas fait ça, évidemment. Et ce qui est assez incroyable, d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, c'est qu'il y a eu 2 films qui sont tirés de ce roman, ce qui est assez rare. Ouais, il y a eu un film qui a été filmé par José Giovanni et un film qui a été filmé par le fils de Jean-Becker, Jacques Becker. Et donc, et dans les 2, Jean-Paul Belmondo joue. Donc c'est autre, mais une fois le démineur qui saute, c'est Michel Constantin, et une autre fois c'est le très beau Pierre Vanek. Voilà. Dans le film, sur le déminage, il y a peut-être 5 minutes sur le déminage, mais on voit Pierre Vanek déminer, on voit la sueur, on voit la peur, on voit le moment où il caresse la mine comme ça. Je pense que c'est peut-être pour moi, c'est ce plan de Jean Becker. C'est vraiment ce plan de Jean Becker qui parle le mieux cinématographiquement du déminage. Et enfin, il y a eu un film que je n'ai pas vu, dont on m'a parlé, que je n'ai pas spécialement envie de voir d'ailleurs, mais qui se passe
qui s'appelle, je crois, Les Oubliés, et où là on voit que, alors vraiment c'est la boucherie quoi, c'est-à-dire on voit que dans des paysages de brume, donc très très loin de la French Riviera, dans des paysages de brume, des jeunes prisonniers allemands qui ont peur et qui explosent sur des mines. Donc c'était pas non plus du tout ce que je voulais faire, parce que pour moi c'est pas le reflet de la réalité du déminage en France, sous l'égide de Raymond Aubrac, dans le sud de la France. Voilà. Là je crois que j'ai été le plus exhaustif possible. Je peux pas faire plus. Avez-vous déjà une autre idée de roman ? Alors, si j'avais une autre idée de roman, ça serait génial. Malheureusement, j'en ai plusieurs autres. Et le plus difficile, c'est de choisir. Et la deuxième chose très difficile, c'est que évidemment, on me prédit une catastrophe abominable pour le deuxième roman, puisque apparemment il y a quelque chose de terrible qui se passe, c'est que si un premier roman a du succès, le deuxième se vautre lamentablement. Et en revanche, quand on commence lentement, on termine bien. Donc en fait, je suis dans cette situation. Voilà, et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à Bernard Lehu. Je lui ai dit, écoutez, je crois que je vais publier directement le troisième, comme ça, on parlera plus du deuxième. Voilà. Mais peut-être que je vais trouver quelque chose pour y arriver comme ça. Donc voilà, non, malheureusement, j'ai beaucoup d'idées, et j'ai d'ailleurs déjà commencé, c'est déjà voilà, en bonne voie, mais c'est très... ça met beaucoup de pression, en fait, d'avoir... voilà. Et tout d'un coup, je me dis, si je suis plus vendue aux États-Unis, si j'ai pas de prix, enfin, c'est difficile, en fait. Merci beaucoup, Claire. C'est moi. Merci à Claire Deya pour sa finesse et sa générosité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.